Ok, bonsoir, je m'appelle Alejandro Franco, je suis professeur à l'Université Picardie Jules Verne à Amiens. Et voilà, et tout d'abord, je voudrais remercier le professeur Tarascon pour l'invitation. C'est un grand honneur pour moi être là aujourd'hui avec vous pour vous parler sur les apports du digital pour chercher à accélérer l'optimisation des procédés de fabrication des batteries, notamment en utilisant la modélisation numérique et également l'intelligence artificielle. Alors, pour mettre un petit peu mon séminaire en fait en contexte, donc je vous montre ici ces slides-là. Donc, quand on regarde toute la chaîne de valeur de la production des batteries, et notamment les batteries lithium-ion, donc on commence par développer une preuve de concept au niveau de l'échelle laboratoire, dans un petit format. Suivant, donc on développe des cellules style pile-bouton. Une fois qu'on a démontré qu'il y a une certaine chimie pour les électrodes qui fonctionne et qui peut être intégrée dans une batterie, on va chercher à escaler ces formats dans un format industriel en jouant sur notamment les paramètres de fabrication. Et puis, donc, une fois qu'on est arrivé à développer donc, un format industriel, on va chercher à escaler et donc réaliser en fait un modèle d'une usine, ce qu'on appelle une ligne pilote, afin de démontrer qu'on peut produire en masse ces formats de cellules qui a été ainsi optimisés au niveau de l'échelle dite de prototypage. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, on va escaler encore plus et on va aller à l'usine pour produire et donc pour vendre ces batteries pour les différents types d'applications. Si on regarde en fait les degrés d'automatisation de ces différentes étapes, donc à l'échelle laboratoire, donc on fait surtout des manuels. Donc, il y a très peu d'automatisme en fait, pour développer donc, les cellules. À l'échelle prototypage, on va utiliser certaines machines, par exemple pour préparer ou pour les électrodes et pour améliorer, par exemple, leur conductivité. Par exemple, des machines qui vont faire des calendrages des électrodes. À l'échelle de ligne pilote, on va avoir beaucoup d'automatisation parce que là, on cherche à mimer en fait l'usine, comment l'usine il va procéder afin de fabriquer en masse les cellules batteries. Et enfin, au niveau de la production, on a presque tout automatisé, en fait. Et donc, du coup, si on regarde la variabilité des paramètres de fabrication, donc on cherche à optimiser afin de fabriquer des batteries les plus performantes possibles, bien entendu, donc à l'échelle laboratoire, à l'échelle prototypage et à l'échelle ligne pilote, c'est là où on va avoir plus de variabilité des paramètres, parce que c'est là où on cherche à optimiser les cellules et leurs procédés de fabrication. Alors qu'à l'échelle de l'usine, tout est déjà optimisé, en fait, donc il suffit là de simplement produire. Donc, mon séminaire aujourd'hui, il est placé à l'échelle des prototypages et à l'échelle de ligne pilote. C'est parce que c'est là où on cherche à optimiser les procédés de fabrication afin d'avoir des cellules qui peuvent fonctionner et des cellules qui peuvent être produites en masse. Alors, notamment à ces échelles-là, on s'intéresse à établir les liens entre les procédés de fabrication qu'on utilise pour fabriquer, par exemple, les électrodes qui sont au sein de ces cellules batteries, mais aussi les cellules batteries tout entières, et la microstructure de ces électrodes, donc définie ici comme par l'organisation spatiale des différents matériaux qu'on retrouve au sein de ces électrodes, par exemple, la matière active, les carbones additifs, les polymères. Et on cherche aussi à établir les liens entre l'architecture de ces électrodes et la performance, qui va être en fait ce qui va dicter combien de bien la cellule va marcher dans une application. Par exemple, ce qui concerne la densité d'énergie, la densité de puissance, la durée de vie et la sécurité. Alors, établir ces liens par essai-erreur, c'est possible, mais c'est très consommateur de temps, c'est très consommateur d'argent, parce que le temps signifie l'argent. Et donc, du coup, on se retrouve aujourd'hui avec un challenge qui c'est est-ce qu'on peut arriver à développer des méthodes qui permettent d'accélérer l'optimisation de cette architecture d'électrodes et aussi l'optimisation de la performance associée à ces architectures d'électrodes. Aujourd'hui, il faut savoir que généralement, donc, on se retrouve avec une cinquantaine de paramètres de fabrication sur lesquels on peut jouer pour chercher à optimiser ces électrodes et ces cellules batteries. Et dans l'industrie, en moyenne, on peut avoir des taux de rebond qui vont aller jusqu'à 90%. Okay? Presque, disons, 90% des batteries qui sont produites, donc on n'arrive pas à l'escaler, en fait. Donc, il devient urgent de développer des méthodes qui permettent d'accélérer l'optimisation des procédés de fabrication et la prédiction comment ces paramètres de fabrication vont influencer la performance des cellules qu'on souhaite fabriquer. Alors,
il y a un outil qu'on peut utiliser afin d'accélérer cette optimisation des procédés de fabrication, c'est la digitalisation, c'est le monde numérique en fait. Parce que si on a par exemple des modèles mathématiques, on pourrait prédire donc, comment les paramètres de fabrication influencent les propriétés des électrodes et des cellules. Du coup, on pourrait réduire le temps pour aller des laboratoires jusqu'à l'usine. Et on pourrait aussi utiliser ces outils pour améliorer la qualité des électrodes et des cellules qu'on souhaite fabriquer. Et globalement, donc, on pourrait aussi diminuer les coûts. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire suivant, disons, trois approches. D'abord, on peut imaginer avoir des modèles numériques, ce qu'on appelle les modèles numériques. Dans ce cas, on a par exemple ici un coteur qui va préparer les électrodes qu'on retrouve au sein de ces cellules de batterie. On va mesurer les propriétés des électrodes et après, manuellement, on va rentrer ces propriétés dans un modèle digital qu'on a codé au sein d'un ordinateur afin d'optimiser les procédés de fabrication. Donc, on va revenir manuellement au niveau de la machine, on va ajuster des paramètres, par exemple le temps de séchage d'un encre, pour améliorer la qualité de l'électrode. Mais on va faire tout ça manuellement. Après, on peut avoir ce qu'on appelle les ombres numériques. Dans ce cas, on va avoir des capteurs au sein de la machine qui est en train de produire les électrodes, par exemple le capteur de l'épaisseur, de la qualité surfacique de l'électrode. Et on va venir injecter ces données de manière automatique dans les modèles qu'on a au niveau de l'ordinateur. Et puis, le modèle il va nous aider à trouver des meilleurs paramètres afin d'améliorer la qualité des électrodes qui sont produites. Et on va venir ajuster les paramètres manuellement au niveau de la machine. Donc ça, c'est semi-automatique. Et enfin, on a les fameux jumeaux numériques, de lesquels on en parle beaucoup depuis quelques années, dans lesquels cette back and forth, cette loupe d'informations entre les machines et les modèles, donc, il se fait de manière automatisée. On a des capteurs qui vont mesurer en temps réel la qualité des électrodes qui sont produites. On va injecter cette information dans les modèles numériques et enfin, donc, le modèle numérique va donner des instructions en temps réel aux machines afin qu'ils améliorent la qualité des électrodes et des cellules qu'ils sont capables de produire. Ce concept de jumeau numérique complètement automatisé, c'est quelque chose qui nous vient des domaines aérospatial. Okay? C'est un concept qui a été inventé par des ingénieurs de la NASA parce que lorsqu'on jette en fait une fusée donc dans l'espace, on ne veut pas que la fusée explose, on veut que la fusée arrive à son objectif. Et du coup, on a des capteurs qui vont de manière en temps réel mesurer la vitesse et le positionnement de la fusée. Cette information va être envoyée en temps réel au modèle digital qui tourne en temps réel dans l'ordinateur pour réajuster éventuellement la position et la vitesse afin que la fusée arrive à destination, arrive à accomplir son objectif. Et c'est ce concept-là qu'aujourd'hui les industriels cherchent à importer pour le monde de la fabrication des batteries. Cependant, dans l'état de l'art, voici ce qu'on constate, la plupart de la littérature disponible dans le monde académique est essentiellement constituée par des modèles digitaux. Okay? Les vrais jumeaux numériques n'existent pas encore, okay? Bien qu'ils attirent beaucoup d'intérêt, parce que si on arriverait à les constituer, en fait, on pourrait accélérer beaucoup en fait, ces passages de l'échelle laboratoire à l'échelle de production en masse. Alors, pour pouvoir faire ces jumeaux numériques, et notamment donc, jumeaux numériques qui permettent d'accélérer l'optimisation des procédés de fabrication, il nous faut des modèles mathématiques, il nous faut des représentations au niveau de l'ordinateur des procédés de fabrication de manière numérique. C'est quelque chose qu'on peut arriver à faire en utilisant différentes méthodes. Donc ici, par exemple, on a notamment les méthodes qu'on appelle de machine learning ou d'apprentissage automatique, qui est un sous-champ de l'intelligence artificielle. Ici, en fait, on a des modèles qui sont des modèles mathématiques qui sont capables de réaliser des corrélations entre paramètres. Par exemple, le paramètre d'entrée X étant les paramètres de fabrication, par exemple la formulation qu'on a au niveau d'une encre, la température de séchage d'une encre, et les propriétés qu'on souhaite optimiser, par exemple la porosité, l'épaisseur de l'électrode, la conductivité. Donc, ils sont très bons pour établir ce type de corrélation, mais en général, ils ont besoin de beaucoup de données, en fait. Il faut beaucoup de données, surtout beaucoup de données de qualité. Les coûts computationnels de ces modèles, une fois qu'ils sont entraînés, ils sont très bas. Donc, en une fraction de seconde, on peut arriver à trouver les optimums en termes de recettes de fabrication pour une cinquantaine de paramètres de fabrication. Par contre, ils sont une représentation de la physique de très faible fidélité. Ils ne modélisent pas des phénomènes physiques. En fait, ils cherchent des méthodes qui cherchent à établir des corrélations dans des bases de données qu'on organise comme des bases entrées-sorties. Les entrées, les paramètres de fabrication, et les sorties, les paramètres qu'on souhaite optimiser.
De l'autre côté, ici, à l'autre extrême dans ces graphes, on a les modèles physiques, purs et durs. Ça, c'est les modèles classiques, disons, qui vont décrire les lois physiques gouvernant, par exemple, les séchages d'une encre donnant lieu à l'architecture d'une électrode composite. Donc ça, c'est des modèles, si on les code en 3 dimensions, donc ça va être des modèles qui vont être très coûteux computationnellement. Par contre, ils vont être très haute fidélité, parce qu'ils vont chercher à décrire la physique de manière très détaillée. Et enfin, donc, ces modèles-là, ils peuvent être très utiles du coup, pour comprendre la relation entre les paramètres de fabrication et les propriétés, et éventuellement pour prédire, mais pas de manière à haut débit, parce qu'ils coûtent beaucoup en termes computationnellement parlant. Et au milieu, ici, depuis 2-3 ans, on a ce qu'on appelle les machine learning informés par la physique, qui cherchent un peu à trouver un compromis entre ces différentes méthodes, donc les machine learning pur et dur qui a des coûts computationnels relativement faibles, et la fidélité à la physique qui est excellente dans le cas d'un modèle purement physique, mais qui est très pauvre, voire inexistant dans le cas d'un modèle machine learning pur et dur. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu différents types de modèles qu'on peut imaginer donc pour ces 3 catégories et pour chercher à accélérer l'optimisation des procédés de fabrication des batteries. Et je vais me baser sur des travaux qu'on réalise dans mon équipe de recherche parce que le résultat qu'on obtient dans mon équipe de recherche, c'est l'état de l'art dans la communauté internationale. Et donc, ce qu'on a fait depuis 11 ans, en fait, qu'on a commencé à travailler dans ce domaine, on a réalisé des modèles de simulation numérique qui sont basés sur la physique, qui sont capables de décrire toutes les étapes de la fabrication des électrodes et des cellules de batterie, notamment les batteries lithium-ion, mais aussi un petit peu les sodium-ion, et également les batteries tout solides. Donc, ces modèles-là permettent notamment de prédire l'architecture des électrodes composites en 3 dimensions en fonction des paramètres de fabrication, comme les formulations, les taux de séchage des encres, et ainsi de suite. Également, donc, on a développé des modèles d'apprentissage automatique donc, qui sont capables de prédire les corrélations entre les paramètres de fabrication et les propriétés des électrodes et des cellules qu'on souhaite optimiser. Et on a aussi également combiné les deux pour tenter à développer ces méthodes qu'on appelle apprentissage automatique informé par la physique. Ces modèles-là, on les a pu développer parce qu'on a accès à une base de données de très haute qualité qu'on produit au sein d'une ligne de prototypage qui dispose notre laboratoire, et notamment le réseau de stockage électrochimie d'énergie qui est coordonné par le professeur Tarascon. Donc, on a beaucoup publié sur le sujet, donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exemples, les exemples les plus récents de nos recherches, et à la fin, je vais vous exposer quelques challenges, en fait, quelques questions ouvertes qui peuvent stimuler, je pense, de la science vraiment très intéressante pour arriver enfin à ces concepts jumeaux numériques et tenter d'accélérer l'optimisation des procédés de fabrication de ces batteries. Le livrable majeur de cette initiative, de ces recherches qu'on mène dans notre équipe, c'est un logiciel qui est capable de faire ce qu'on appelle inverse design en anglais. C'est un logiciel auquel on lui donne les propriétés qu'on souhaite pour les électrodes, la performance qu'on souhaite par la cellule batterie, et le logiciel est capable de prédire toutes les recettes de fabrication qu'on peut adopter afin d'arriver au target souhaité en termes, par exemple, de conductivité de l'électrode, en termes de densité d'énergie ou densité de puissance pour la batterie lithium-ion. Alors, ce logiciel-là, c'est 11 ans de travail, 11 années de travail. Et donc, il est constitué par de nombreuses briques. Et donc, par la suite, je vais vous expliquer avec quelques exemples de différentes composantes de ce logiciel, avec à la fin donc, un exemple d'une preuve de concept de cette fameuse idée d'inverse design. La première brique, c'est la physique. La physique est très importante donc, parce que la physique nous permet de comprendre les relations entre les paramètres de fabrication et les propriétés des électrodes et des cellules qu'on souhaite optimiser. Et donc, ce qu'on a développé, c'est une série de modèles physiques qui vont, encore une fois, mimer au niveau de l'ordinateur les différentes étapes de fabrication, de la poudre jusqu'à la performance. Okay? Et ces modèles-là, ils sont liés entre eux afin de mimer ce qui se passe dans la réalité, dans laquelle on a toutes les étapes de fabrication qui sont liées les unes avec les autres. L'approche qu'on adopte pour modéliser notamment ce qu'on appelle l'encre, les séchages de l'encre et le calendrage, c'est une approche granulaire. En fait, on va décrire les grains, les poudres, okay? Comment on les mixe, comment la température de séchage de l'encre une fois formée va venir influencer l'architecture de l'électrode composite.
et comment la pression qu'on va appliquer au niveau du calendrage va venir, encore une fois, affecter par exemple la conductivité, la tortuosité, la porosité, tous ces paramètres qui sont très importants et qui déterminent finalement la performance finale des cellules qu'on souhaite fabriquer. Donc c'est une approche qu'on a introduite en 2017. Et donc là, je vous montre les différentes étapes, comment on utilise cette approche, par exemple, pour simuler les mixines, donc des encres, et les coatings et les séchages des encres qui vont donner lieu aux électrodes. On va utiliser ici une technique qui est une espèce de dynamique des particules, un peu comme une dynamique moléculaire, mais à l'échelle des poudres, qui va décrire toutes les interactions physico-chimiques possibles entre les matières actives, les particules de matière active, et les carbones et les binders, les polymères présents au niveau des encres. Et puis, donc, en faisant la résolution des équations de Newton, qui vont décrire la dynamique de ces particules en suspension, on va être capable de prédire en 3 dimensions, à un niveau mésoscopique, la dispersion de ces particules au sein d'un encre. Et également, on sera capable de prédire l'architecture de l'électrode composite, où là, vous voyez pour chaque couleur une particule individuelle de matière active constituée par des particules primaires. Là, on se réfère à un matériau, c'est le NMC, nickel, manganèse, cobalt, qui est souvent constitué de cette façon. Et en noir, vous avez des agrégats de carbone additif et des liens polymères. Alors, une fois que vous avez en fait ces simulations, vous pouvez calculer des choses que vous pouvez mesurer expérimentalement. Par exemple, vous pouvez calculer la rhéologie de ces encres virtuelles et comparer avec la rhéologie des encres réelles. Et la rhéologie, souvent, elle va être représentée par des courbes style viscosité en fonction des shear rates, des taux de cisaillement appliqués. Et on va pouvoir faire ça pour différentes formulations, pour différents taux de matière solide au sein des encres. Et on va aussi pouvoir comparer la densité de ces encres virtuelles avec la densité des encres réelles. Et en faisant une comparaison donc, entre ces données réelles et les données virtuelles, on va arriver à déterminer les paramètres qu'il nous faut mettre dans tous ces champs de force qu'on utilise pour décrire l'interaction entre les différentes matières au sein de l'encre. Pour ce qui concerne les électrodes sèches, une fois simulées, on peut les comparer directement avec des images tomographiques, par exemple. On peut aussi venir évaluer les électrodes virtuelles en termes de la porosité ou la conductivité ou la tortuosité et venir comparer également avec les données expérimentales. Et encore une fois, en comparant avec les données expérimentales, donc on est capable de trouver quels paramètres il nous faut mettre dans les champs de force afin d'avoir des électrodes représentatives des électrodes réelles. Une fois qu'on a fait ces simulations de séchage, on va simuler les calendrages. Dans les calendrages, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on compacte les électrodes afin d'améliorer les contacts électriques entre les particules de matière active et de carbone. Et donc là, vous avez une simulation à l'échelle mésoscopique de ce qui se passe au sein de l'électrode lorsqu'on cherche à les comprimer. Et vous voyez que le modèle est capable aussi de prédire ces phénomènes-là qu'on appelle spring back en anglais, donc c'est une récupération élastique en fait, de l'épaisseur de l'électrode, que c'est en fait un phénomène qui est très compliqué à optimiser d'un point de vue industriel. Okay, le phénomène est prédictif à ce niveau parce que les paramètres des modèles ils ont été calibrés avec des expériences de micro-indentation. Et ici, ce qu'on utilise comme technique de simulation, c'est la méthode d'éléments discrets, qui est une espèce de dynamique moléculaire pour décrire la mécanique des poudres. Okay? Lorsque ces poudres-là, on les met en interaction, notamment lorsqu'on fait des compactions. Au niveau de la machine de calendrage, vous voyez, il y a 2 rôles qui vont presser les électrodes. Et on peut, au niveau de la machine, contrôler la pression qui est liée au gap entre les rôles. On peut contrôler également la vitesse des rôles, leur température. Et tout ça, c'est des paramètres qu'on peut rentrer dans les modèles. Donc, du coup, le modèle est prédictif vis-à-vis de comment ces paramètres qu'on peut contrôler au niveau de la machine calandreuse vont impacter l'architecture finale de l'électrode et toutes les propriétés associées. De manière analogue à la simulation de séchage des électrodes, on peut venir faire une comparaison 1 à 1 avec des images tomographiques afin de valider que l'architecture de nos électrodes sont correctes. Et on peut venir aussi calculer des propriétés qu'on peut aussi mesurer expérimentalement, comme par exemple la conductivité de ces électrodes composites, qui va être liée à la connectivité entre la matière solide, qui va être de plus en plus importante lorsqu'on comprime l'électrode, et la tortuosité qui est en fait liée à combien les pores s'interconnectent entre eux lorsqu'on compacte ces électrodes. Et suivant ce qu'on observe, c'est que quand on comprime les électrodes, la tortuosité augmente, les pores deviennent de plus en plus tortueux.
Et si on prend la ratio entre ces deux quantités, bah, les modèles nous servent à identifier les pressions de calendrage ou les taux de compression optimales, okay, qui vont en fait maximiser la conductivité électronique sans trop augmenter la tortuosité. Là, dans ces graphes-là, on observe que quand on augmente le taux de compression, la connectivité entre la matière solide s'améliore, du coup la conductivité augmente. En même temps, la tortuosité augmente jusqu'à qu'il y ait un niveau ici dans lequel l'augmentation de la tortuosité devient plus importante que l'augmentation de la conductivité électrique, et du coup, c'est pour ça qu'il y a un optimum, c'est pour ça que la ratio entre les deux quantités donc, décroît. Ces modèles-là, donc, c'est quelque chose qu'on peut aussi atteindre pour simuler la fracture. Et ça, c'est un phénomène aussi important qu'on souhaite éviter lorsqu'on va calendrer les électrodes. Ici, on utilise également la méthode d'éléments discrets en prenant en compte les stress mécaniques entre les particules primaires présentes au sein de ces particules secondaires de NMC. Donc là, vous avez par exemple un résultat de simulation donc, qui montre en couleur bleu clair où ça va se former la fracture tout au long de la compression de ces électrodes numériques. Et on va pouvoir venir même quantifier sur le nombre de ces liens entre les particules primaires qui vont être détruites tout au long de la compression de ces électrodes lorsqu'on va faire le calendrage. Okay? Et là, par exemple, dans cet exemple précis, pour une formulation donnée, et pour une dynamique de compression donnée, bah, on retrouve que les particules qui se trouvent plutôt près des correcteurs de courant, donc ils vont avoir tendance à se fracturer plus que les particules qui sont plus en surface du niveau de l'électrode. Et ça, c'est l'information vraiment très, très utile pour les opérateurs qui cherchent à optimiser le calendrage des électrodes. Okay? Par la suite, une fois qu'on a produit ces électrons numériques, on va chercher à simuler l'infiltration par l'électrolyte. Okay? Donc là, vous avez par exemple un exemple d'une cellule cylindrique, on injecte l'électrolyte dedans, et notre simulateur est capable de regarder ce qui va se passer avec cet électrolyte au sein des électrodes composites. Et là, on voit notamment que quand on a une électrode calandrée, l'infiltration par l'électrolyte est beaucoup plus lente, parce que la tortuosité de l'électrode est beaucoup plus importante. Et par conséquent, ce qu'on va retrouver, c'est qu'il y aura beaucoup d'air qui va rester attrapé au sein de la porosité de l'électrode. Du coup, il y aura des volumes qui seront morts, des volumes qui ne seront pas accessibles au forcément à l'électrolyte ou au lithium-ion qui cherchent à s'intercaler ou se désintercaler de la matière active. Donc, notre simulateur permet de prédire ça en 3 dimensions. Et ça, c'est un phénomène qui est fortement dépendant aussi de l'angle de contact entre l'électrolyte et l'électrode, de la densité de l'électrolyte et également de la viscosité de l'électrolyte. Plus l'électrolyte est visqueux, donc plus lent ça sera ce phénomène d'infiltration. Et si on regarde maintenant donc, un sandwich de cellules entiers dans lequel on a les séparateurs et on a les 2 électrodes, par exemple ici NMC, graphite et le séparateur au milieu, bon, on voit que ce phénomène il peut être fortement hétérogène. Et la raison de ça, c'est qu'on a des porosités différentes dans ces différentes couches fonctionnelles, on a différentes tortuosités, et donc ça explique pourquoi en industrie, c'est un processus qui est très difficile à optimiser. Et si on cherche à regarder ça, par exemple, par impédance électrochimique, donc l'influence d'avoir une infiltration partielle de ces cellules par l'électrolyte, on verra que la résistance ionique sera plus importante que dans les cas où on a toute la porosité remplie d'électrolytes. Donc ça va avoir un impact de coût négatif sur la performance des cellules qu'on souhaite fabriquer. Donc ça, c'est vraiment à l'échelle très locale, donc à l'échelle des électrodes, mais c'est des choses qu'on peut aussi remonter au niveau des échelles de la cellule complète. Donc là, c'est l'exemple d'une cellule 18650. Il faut en fait utiliser d'autres méthodes. Donc dans mon slide précédent, dont je ne l'ai pas mentionné, mais on utilise la méthode de Lattice-Boltzmann, qui est une méthode plutôt qui nous permet de simuler la dynamique des fluides à l'échelle mésoscopique. Et là, c'est en fait une méthode qui est basée sur la dynamique des fluides computationnelle macro, à l'échelle macro. On résout grosso modo des équations Navier-Stokes. Et là, en fait, ce qui nous permet de faire ce type de modèle, c'est regarder toutes les hétérogénéités qui ont lieu maintenant à l'échelle de la cellule, entre, par exemple, les zones mortes au niveau de la cellule, les différentes couches fonctionnelles. Là, il y en a plusieurs, parce qu'on fait des jelly rolls. Et on peut en fait traquer toute la dynamique d'évacuation de l'air et faire ça, par exemple, en fonction de la température appliquée, des pompages, si éventuellement il y en a, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment un exemple de simulateur qui intéresse beaucoup les industriels, justement, parce que c'est une étape qui prend typiquement beaucoup de temps, en fait, optimiser d'un point de vue industrialisation. Une fois qu'on a nos modèles qui vont simuler tous les procédés de fabrication, donc de la poudre jusqu'à le remplissage, on va les intégrer dans un simulateur de performance électrochimique.
Et donc là, en fait, on va être capable de prédire des courbes des galvanostatiques, des charges, des décharges. Donc c'est le type de signal que typiquement donc, on utilise pour caractériser la performance des cellules qu'on fabrique. On pourra faire ça pour différentes formulations, différents taux de calendrage, et on pourra venir comparer les résultats des simulations avec l'expérience en couleur ici. Et ici, ce qui est remarquable, c'est que notre simulateur est capable de suivre les tendances expérimentales sans toucher aucun paramètre. La seule chose qu'on touche de simulation à simulation, c'est la microstructure de l'électrode qui est issue de la simulation des procédés de fabrication. Ça veut dire qu'on utilise les signaux électrochimiques finalement pour valider notre modèle qui simule les procédés de fabrication. Ce modèle-là, il est capable également de prédire en 3 dimensions comment ça va se passer la lithiation au niveau de l'électrode composite. Et il va permettre de mettre en évidence des hétérogénéités en termes de lithiation. Donc on aura des zones plus lithiées en rouge, des zones moins lithiées en bleu. Et on va pouvoir lier ces hétérogénéités et lithiation avec les interfaces entre les différents matériaux, notamment la matière active et le carbone additif. Et également la phase pore, qui est remplie d'électrolytes par laquelle on transporte les ions lithium. On pourra en fait également donc, calculer au sein de ces électrodes composites de conductivité. Et donc on va par exemple mettre en évidence qu'il y a bien entendu une corrélation. Donc quand on augmente le taux de calendrage de la conductivité des électrodes composites pour n'importe quelle formulation, ça va augmenter. Mais ce qui est intéressant, c'est que les modèles permettent de quantifier cela et mettre aussi en évidence des phénomènes de résistance de contact entre les électrodes et les collecteurs de courant, que c'est un résultat qui est issu de notre simulation des procédés de fabrication. Okay? Alors ça, c'est un concept qu'on a démontré pour d'autres chimies, comme je disais au départ. Donc là, vous avez un exemple très rapidement, c'est pour les batteries tout solides, dans lesquelles on cherche à remplacer l'électrolyte liquide par la matière solide conductrice ionique. Donc c'est le même type de flux de travail. Donc on va simuler les encres, là on simule la fabrication des électrodes pour batteries tout solides par voie solvant, les séchages de ces encres et enfin les calendrages. Et on va pouvoir venir, une fois qu'on a fait ces simulations, valider expérimentalement. Donc on va venir en fait fabriquer des vrais électrodes. Donc, ça, c'est des travaux qu'on a fait en collaboration avec l'entreprise Umicore. Et puis, donc, on va pouvoir, grâce à notre simulateur, venir quantifier les aires de contact entre les particules d'électrolyte solide, les particules de matière active. On va pouvoir regarder ça en 3 dimensions en fonction des taux de calendrage, vous savez, de combien on comprime en fait des électrodes. Et on va pouvoir venir corréler ces surfaces de contact entre la matière électrolyte solide et la matière active avec la performance électrochimique et notamment les hétérogénéités en termes de lithiation ou de lithiation de ces électrodes et lier ça finalement à la densité d'énergie et éventuellement la densité de puissance de la cellule batterie qu'on souhaite fabriquer. Simplement, très rapidement, pour vous montrer les côtés agnostiques de cette approche pour simuler différentes chimies. Mais aussi l'approche est agnostique par rapport au type de méthode de fabrication qu'on utilise pour préparer les électrodes. Donc tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est par voie solvant. Okay? Les solvants, donc voilà, il est onéreux, donc il peut être dans certains cas pas bon pour la santé si on utilise des solvants organiques, notamment pour la fabrication des électrodes positives de batteries lithium-ion. Il est coûteux énergétiquement parce qu'il faut faire évaporer les solvants. Et c'est pour ça que dans la communauté, on regarde aussi des approches donc, sans solvant. Et donc, une des approches qu'on regarde, c'est l'extrusion. Et ce que nous, on a réussi à faire, c'est développer des modèles digitaux, des modèles numériques qui sont capables de décrire en 3 dimensions comment la matière va se mixer au sein de l'extrudeuse, en prenant en compte aussi des phénomènes de recirculation qui sont très importants pour définir la qualité finalement des fibres qui sortent de ces extrudeuses qui vont nous permettre par la suite de fabriquer des électrodes par calendrage à voie sèche. Okay? Et encore une fois, nos simulateurs cherchent à répliquer la réalité en 3 dimensions et de manière dynamique. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a tous ces modèles physiques, donc on a une base physique solide avec des modèles de haute fidélité qui ont été finement calibrés avec la donnée expérimentale, on va construire des bases de données qui vont être composées à la fois par la donnée expérimentale et par la donnée synthétique produite par ces modèles numériques.
Et on va appliquer l'intelligence artificielle afin de découvrir des corrélations ou prédire des corrélations entre les paramètres de fabrication, par exemple formulation, taille des particules, température de séchage de l'encre, et les propriétés qu'on souhaite optimiser. Par exemple, la conductivité électrique d'une électrode, par exemple, la densité d'énergie d'une cellule. Okay? Alors, je vais vous montrer quelques exemples de comment on fait ça. Donc là, c'est un exemple qui est basé sur la donnée expérimentale uniquement, où on a utilisé une série de techniques de statistiques avancées, d'intelligence artificielle ou d'apprentissage automatique non supervisé et supervisé, afin de prédire des diagrammes de phase qui ressemblent un peu aux diagrammes de phase de la chimie des solides, mais qui ici ils représentent en fait des diagrammes de phase de la fabrication des électrodes, qui permettent en fait à l'opérateur très rapidement de se placer avec la bonne formulation, les bonnes températures de séchage des encres, les bonnes vitesses de coatine, afin d'arriver à produire des électrodes qui soient les plus homogènes possibles ou des séparateurs dans les cas des batteries tout solides produites par voie solvant qui soient les plus homogènes possibles et les plus conductifs possibles d'un point de vue ionique. Okay? Alors, pour faire ce type de travail, il faut de la donnée de haute qualité. Donc, j'insiste là-dessus. Okay? S'il y a des données de pauvre qualité, l'IA va prédire des choses, mais on ne pourra pas forcément y croire, en fait. Il ne sera pas forcément efficace à nous aider à accélérer l'optimisation de ce type de procédé. Ici, je vous montre un autre exemple d'une technique qu'on appelle transfer learning, donc, qui est très intéressante pour notamment s'attaquer à des problèmes dans lesquels on a des bases de données tout petites, okay, et qu'on cherche en fait quand même à faire de l'IA afin de prédire ces corrélations entre les paramètres de fabrication et les propriétés. Là, dans ce travail, donc, ce qu'on a utilisé, c'est des réseaux de neurones afin de prédire comment, par exemple, les solid content au niveau de l'encre, la vitesse de coatine ou les gaps entre les rôles lorsqu'on va faire les calendrages va venir impacter la densité des électrodes ou les mass loading des électrodes. Okay? Donc, on a une fonction de corrélation qu'on a entraînée pour des électrodes faites à base de graphite, pour lesquelles on avait beaucoup de données. Okay? Et là, vous voyez en fait un graphe qui est assez typique dans les domaines de machine learning, dans lesquels on représente les vraies valeurs, par exemple ici des densités ou des mass loading, versus les valeurs prédites par les modèles. Okay? Le but, c'est que les modèles soient le plus possible dans ces lignes à 45 degrés. Ça veut dire que les modèles, si tous les points sont ici alignés dans ces lignes de 45 degrés, ça veut dire que le modèle est parfait en termes de prédiction. Okay? Alors, effectivement, pour les graphites, bon, ça marche comme on les voit pas mal. On a réussi à entraîner les modèles. Par contre, si on cherche à utiliser ces réseaux de neurones entraînés pour les graphites pour des bases de données plus petites, basées sur d'autres matériaux, comme par exemple le graphite silicium ou le NMC, ben, on voit que ça ne marche pas. Ce n'est pas terrible, en fait. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a additionné une couche de neurones artificiels supplémentaires, okay, en gardant le cœur des réseaux de neurones entraînés pour les graphites, et on a entraîné uniquement ces couches-là. Okay? En fait, on a ajusté des paramètres. Quand on entraîne les réseaux de neurones, en fait, ce qu'on fait, on fait un petit peu de fitting. En fait, on joue sur ce qu'on appelle les hyperparamètres. Et finalement, donc, suite à faire cet entraînement, donc, on a amélioré maintenant la capacité de prédiction des modèles de réseaux de neurones global. Maintenant, on est capable en fait, d'être meilleur en termes de précision pour prédire comment ces différents paramètres de fabrication vont influencer les mass loading et la densité des électrodes basées sur des silicium graphite ou des NMC, okay, en ayant besoin de très peu de ressources pour entraîner ces réseaux de neurones. Okay. Souvent, lorsqu'on parle d'IA, on met en cause l'énergie nécessaire pour entraîner les IA. Ce type de méthode peut être une possible solution parce qu'en fait, vous pouvez réutiliser les réseaux de neurones qui ont été entraînés pour d'autres systèmes pour des nouveaux systèmes, okay, avec un effort minime en termes d'entraînement. Et là, donc, je vous montre des exemples sur cette fameuse troisième catégorie dans laquelle on cherche à combiner les meilleurs de l'IA avec les meilleurs de la modélisation physique. Okay. Et là, donc, je vais vous montrer deux exemples à ce propos, donc, qui sont basés notamment sur l'utilisation de l'apprentissage profond, qui est un peu comme des réseaux de neurones multicouches, donc ces réseaux de neurones avancés. Le premier exemple, ça consiste à combiner l'apprentissage profond avec la simulation physique d'IM. DIM, c'est l'anglais, Discrete Element Method. C'est une technique que j'ai déjà introduite dans ce séminaire. C'est la méthode d'éléments discrets qu'on utilise pour simuler les calendrages, mais qu'on peut aussi également utiliser pour simuler les séchages des encres d'électrodes.
Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des premiers échantillons donc, qui simulent comment l'encre devient petit à petit une électrode, quand on sèche les solvants, quand on fait évaporer les solvants. Et on utilise les premières séquences issues de la simulation physique pour entraîner un modèle d'apprentissage profond qui va venir nous prédire la suite temporelle, okay, afin de gagner du temps, parce que les machine learning est beaucoup plus rapide dans la prédiction qu'un modèle physique. Mais on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, la prédiction devient très lointaine, très loin de ce qu'un modèle physique donnerait. En fait. Du coup, on a besoin de temps en temps d'intercaler des simulations physiques pour un certain nombre de pas. Et si on fait ça de manière séquentielle, on arrive en fait à un flux de travail computationnel qui est 60 fois plus rapide que de faire de la simulation physique pure et dure. Okay? Ce que vous voyez ici, c'est des valeurs d'erreur dans la prédiction des électrodes vis-à-vis de deux propriétés, ici la porosité et la tortuosité. Et on voit que plus de plus de pas de simulation on met entre deux prédictions par apprentissage profond, moindre ça va être en fait l'erreur de l'électrode qui est produite par ce type d'approche par rapport à la simulation qui est effectuée uniquement en utilisant les modèles physiques tout le temps. Voilà. Par contre, si on ne fait pas du tout de la simulation physique entre deux prédictions d'apprentissage profond, en fait, on a des erreurs énormes, en fait. Okay? Ce qui montre la limitation intrinsèque en fait, des machine learning, qui est très mauvais pour extrapoler, en fait, notamment des séries temporelles. Okay? Donc, notre simulateur physique permet de corriger un peu la trajectoire dans les prédictions. Et là, vous avez ici un autre exemple. Donc, vous voyez un autre exemple, ça c'est pour la simulation des calendrages des électrodes. Là, on utilise comme base d'entraînement une série temporelle d'images produites par notre simulateur par la méthode élément discret, donc qui va simuler encore les calendrages et qui a besoin de plusieurs heures de calcul. Ces séries temporelles d'images, on les a utilisées pour entraîner un réseau de neurones convolutifs, donc c'est une technique assez répandue dans le domaine de l'apprentissage profond, qui va être capable de mimer les comportements dynamiques en fait, de la microstructure de l'électrode lors des calendrages, y compris donc, ces fameux phénomènes de spring-back, okay? C'est un comportement élastique qui est assez courant lorsqu'on va comprimer des électrodes, notamment quand on a des électrodes qui sont fortement chargés en polymère. Et là, vous avez une comparaison 1 à 1 avec la dynamique de la compression de l'électrode, comme prédite par notre modèle physique, et la prédiction par les modèles d'apprentissage profond. Et là, vous avez en fait la comparaison pour différents taux de calendrage, des porosités des électrodes et des tortuosités des électrodes générées par notre simulateur physique avec les propriétés associées aux électrodes prédites par notre modèle d'apprentissage profond. Et là, vous avez assez bon accord entre ce qui est prédit par l'apprentissage profond et ce qui est prédit par les modèles physiques, malgré que ces propriétés-là ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles d'apprentissage profond. Le modèle d'apprentissage profond, il a été entraîné uniquement avec la série temporelle d'images. Et c'est ça qui est remarquable, en fait, okay, de ce type de technique. On ne sait pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Okay? Et le taux de précision de cette approche, c'est 95%. Et les calculs de ces dynamiques de compression des électrodes, de ces calendrages, peuvent être réalisés 200 fois plus rapidement que ce qu'on peut faire avec un modèle physique pur et dur. Et calculer plus vite, ça veut dire faire virtuellement plus de screening. Ça veut dire qu'on peut maintenant venir faire des screenings sous l'influence des paramètres de fabrication sur les propriétés et sur ces bases-là, chercher plus rapidement où se trouvent les optimums pour arriver à faire une super électrode ou une super batterie. Okay? C'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ça qu'on tente d'accélérer la simulation physique par l'apprentissage automatique. Et là, très rapidement, vous avez ici deux autres exemples. Donc, ça, c'est des modèles, encore une fois, basés sur l'apprentissage automatique qui vont mimer, cette fois-ci, les comportements des modèles physiques qui vont simuler l'infiltration des électrodes et des cellules par l'électrolyte, qui ont l'avantage de faire les mêmes types de simulations dans une fraction de seconde au lieu d'avoir besoin de plusieurs jours de calcul. Et là, vous avez également un autre exemple, ça c'est pour la simulation de la lithiation ou la délithiation en 3 dimensions de l'architecture de ces électrodes. Donc on peut faire maintenant dans une fraction de seconde au lieu d'avoir besoin de plusieurs heures de calcul. Et on peut venir mimer de manière quasiment parfaite
les résultats des simulations physiques, donc en 3 dimensions. On peut venir capter toutes ces hétérogénéités en lithiation, en délithiation, qui vont être liées encore une fois aux interfaces entre différents matériaux au sein de ces électrodes. Okay? Et venir aussi également répliquer donc, les courbes des charges ou des charges qu'on va simuler avec les modèles physiques, avec ces modèles de coût d'apprentissage automatique basés sur l'apprentissage profond, pour être plus précis. Une fois qu'on a eu ces modèles, qu'on a obtenu ces modèles d'IA qui sont maintenant capables de prédire très rapidement l'influence des paramètres de fabrication sur l'architecture des électrodes, sur la performance des électrodes, on est tout prêt pour les intégrer dans des algorithmes, encore une fois, d'IA qui vont être capables de faire la prédiction de quels paramètres de fabrication il faut adopter afin de maximiser ou minimiser les propriétés qu'on souhaite en fait optimiser. Et ici, on va utiliser notamment une technique qu'on appelle l'optimisation bayésienne. Et donc, dans un slide, je vais vous montrer un exemple d'application. Ce qu'on va faire, c'est venir intégrer ces modèles donc, de machine learning qu'on a dérivés sur la base de toutes ces données générées par les simulateurs physiques, qui vont être capables de faire des prédictions des propriétés des électrodes avec des taux de précision très élevés. Les R2 score ici plus proche est à 1 mieux c'est. Okay? 1, ça veut dire une prédiction parfaite. 0,97, ça veut dire qu'il y a un taux de précision en prédiction de 97%. Okay? Une fois qu'on est satisfait dans la prédiction des propriétés des électrodes en fonction des paramètres de fabrication qu'on s'intéresse, par exemple, les propriétés ici, ça va être les facteurs d'autocité de l'électrode, ou la densité de l'électrode, ou la conductivité, on va les coupler avec cette optimisation bayésienne afin de prédire la formulation qu'il faut au niveau de l'encre, les taux solides qu'il faut au niveau de l'encre, les taux de compression qu'il faut arriver à appliquer au niveau de la phase calendrage de l'électrode, afin d'obtenir une électrode avec conductivité maximale, densité maximale, surface active maximale et tortuosité minimale. Okay? C'est une optimisation multi-objectif. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que quand on met tout ça en place et on réalise ensuite les expériences, les simulations physiques déjà qui sont computationnellement coûteuses, et on réalise des expériences, en fait, on trouve que notre IA est bonne. Okay? Avec les prédictions, ils sont dans l'ordre de grandeur de ce qu'on est capable de démontrer expérimentalement. Okay? Et que les propriétés des électrodes produites avec ces paramètres de fabrication ici, donc qu'on injecte dans notre simulateur physique, ils sont très proches à celles qui sont prédites par cette optimisation bayésienne multi-objectif informée par les modèles d'apprentissage automatique, entraînés par des bases de données synthétiques, donc encore une fois, issues de notre simulateur de procédés de fabrication. Ça, c'est un concept qu'on a en fait étendu également pour la simulation, pour prendre en compte des descripteurs au niveau électrochimique. Aujourd'hui, en fait, on est capable, avec cette approche, de maîtriser ces cinquantaines de paramètres de fabrication impliqués dans toute la chaîne de fabrication, allant de la poudre jusqu'à la cellule. Et là, vous avez en fait un exemple. Donc là, vous avez en fait un mapping des densités d'énergie, des densités de puissance pour des cellules lithium-ion. Et donc, il vous suffit en fait de choisir quelle valeur de densité d'énergie et de puissance vous souhaitez. Et le modèle, il va vous prédire donc les différentes recettes de fabrication qu'on peut adopter afin d'arriver à cet objectif. C'est des choses qu'on n'a pas encore validées expérimentalement parce qu'il y a beaucoup en fait, de résultats qu'on peut obtenir avec ce type d'approche, mais c'est très excitant en fait, okay, pour tenter d'accélérer l'optimisation des procédés de fabrication. Et je pense que ça, c'est vraiment dans le cœur des jumeaux numériques. Pour réaliser ces jumeaux numériques, ce qu'il nous faut, c'est des modèles qui soient capables d'optimiser en temps réel. Et c'est ça ce qu'on est en train de faire ici, en fait. Ce qu'on a réussi à produire, c'est un logiciel qui peut très rapidement prédire les paramètres de fabrication qu'il faut adopter afin d'arriver à des électrodes ou des cellules optimales. Voilà. Donc ça, c'est un sommaire des cours par rapport à ce logiciel qu'on a mis en place, qui intègre à la fois la simulation physique pour générer la donnée synthétique, l'expérimentation, en profitant de la ligne de prototypage qu'on a au laboratoire, la génération de données combinées, l'entraînement d'IA, la dérivation des fonctions de corrélation grâce à l'IA entre les paramètres de fabrication et les propriétés qu'on souhaite optimiser, et l'optimisation afin de boucler la boucle et arriver à ce concept d'inverse design. Mais ce n'est pas tout. Quand on parle de l'IA, quand on parle du digital, quelque chose qui est très important aussi, et aussi la fabrication, c'est l'éducation, en fait, la formation des gens. Okay, des opérateurs. Il faut savoir qu'avoir accès à des lignes pilotes, des lignes prototypage, ce n'est pas facile. Okay?
On a besoin en fait des machines qui sont assez complexes, c'est assez onéreux. Et donc là, ce que nous, on a fait, c'est développer des jumeaux numériques en réalité virtuelle qui permettent aux étudiants des masters, par exemple aux étudiants en licence, mais également à des chercheurs, en fait, se trouvant dans différents coins au monde, d'expérimenter avec la ligne de prototypage qu'on a à Amiens. Okay. Ici, en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est une réplique virtuelle, en réalité virtuelle, des différentes machines, de manière très simplifiée quand même, parce que les machines réelles, ils sont très, très, très complexes. Mais néanmoins, donc, ça permet de mieux apprendre tous ces différents paramètres qui sont impliqués, toutes les différentes étapes en fait, qui sont impliquées lorsqu'on cherche à prototyper une cellule de format 18650, enfin une cellule de style cylindrique. Donc ça, c'est du coup un outil avec un but de formation. Et les paramètres qu'on peut en fait intégrer dans ces différentes machines virtuelles, ils sont gouvernés par certains de nos modèles d'apprentissage automatique. Ça veut dire que ce qu'on a fait, c'est intégrer certains de nos modèles dans une interface graphique qui permet à n'importe qui de faire de l'apprentissage automatique, okay? de manière user-friendly. Et là, vous avez un autre exemple, donc ça c'est basé sur la réalité mixte, en profitant donc, de la technologie HoloLens, les lunettes Microsoft HoloLens, dans lesquelles en fait on peut interagir avec nos modèles directement dans la place d'expérimentation, et notamment donc, la ligne de prototypage qu'on a au laboratoire. Et vous pouvez lancer des calculs et vous pouvez visualiser en 3 dimensions, directement de manière holographique, la microstructure des électrodes prédite par nos simulateurs. Et du coup, le but de tout ça, c'est venir informer les étudiants, mais aussi les opérateurs, pour chercher à les aider à optimiser les procédés. Et ici, dans ces vidéos, vous avez vu aussi un cahier électronique holographique qui permet à des opérateurs de venir informer avec les paramètres qu'ils sont en train de collecter ou implémenter tout au long de la chaîne de fabrication des électrodes et des cellules, afin de centraliser finalement la collecte de la donnée et de donner des feedbacks directement dans la place d'expérimentation, okay? Sans avoir besoin d'aller en fichier Excel, dans un ordinateur ou rentrer dans son bureau pour avoir accès à ces informations. Okay? Voilà, donc mon but ici, c'est vraiment casser la barrière entre le digital et le réel. Ce que je veux faire, c'est ramener le digital directement dans la place d'expérimentation pour le rendre accessible au plus grand nombre. Okay? C'est ça le but de ces recherches. Alors ça, c'est un concept tout nouveau avec une publication qu'on est en train de soumettre, c'est un métaverse. Ici, on peut avoir des étudiants placés dans différentes zones du monde, donc dans le cadre d'un master Erasmus que je coordonne désormais, dans lesquels, en fait, on a des étudiants qui vont avoir la place de différents avatars et qui vont interagir dans des laboratoires virtuels, qui est encore une fois notre ligne de prototypage, pour résoudre collectivement des problèmes liés à la fabrication de ces électrodes et des cellules batteries. Encore une fois, l'idée ici, c'est démocratiser l'accès des lignes de prototypage, des lignes pilotes au plus grand monde à travers, finalement, des jeux éducatifs, des jeux virtuels. Ces travaux, et on parle ici de digitalisation numérique, IA, on parle également donc de fabrication de batteries, bien sûr. Bon, c'est un sujet qui intéresse beaucoup l'industrie. Le professeur Tarascon l'a mentionné, notamment les entreprises, donc, de ce qu'on appelle des gigafactories. Et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à travailler vers donc, le lancement d'une start-up qui aura vocation à valoriser certains de ces outils pour impacter les industriels avec la donnée industrielle, parce que toute la donnée qu'on a pu manipuler jusqu'à présent, c'est la donnée académique, de la donnée qu'on a accueillie uniquement au sein de notre laboratoire. Enfin, pour conclure, je vais partager avec vous cette challenge que je vois dans ce domaine de la fabrication des batteries, la digitalisation de la fabrication des batteries. Un premier challenge, c'est, moi je dirais, les capteurs. Parce que pour arriver à concrétiser ce concept des jumeaux numériques, il faut être capable de caractériser en temps réel les électrodes ou les cellules qu'on est en train de produire. Et si on parle notamment à l'échelle des électrodes, il existe aujourd'hui des solutions commerciales qui nous permettent de mapper en 3 dimensions l'homogénéité des électrodes qui va sortir des fours, par exemple. Ça, on peut le faire très bien. Mais par contre, ce qui n'existe pas encore, c'est des méthodes qui soient capables de regarder en 3 dimensions l'architecture interne des électrodes et les interfaces entre la matière active, les carbones additifs et les binders, okay? Et qui soient capables même de mesurer en temps réel des paramètres comme la tortuosité qui va venir impacter la résistance ionique finalement des électrodes et de la cellule tout entière, et donc du coup la performance. Donc là, je pense qu'il y a des chemins intéressants, fascinants en fait à explorer
pour les chercheurs, notamment ceux qui développent de nouvelles méthodes de caractérisation, du temps réel. C'est un peu comme faire de la tomographie en temps réel, okay, à l'échelle plus nanoscopique. Un autre challenge, c'est l'intégration dans tous ces flux de travail digitaux de l'aspect vieillissement. Okay? On a beaucoup travaillé au sein de notre laboratoire donc, sur l'aspect prédiction des paramètres de fabrication sur la performance, quelques cycles en fait de performance en utilisant toutes ces séries de modèles complexes en 3 dimensions en combinant avec l'IA. Par contre, ce qui nous manque, c'est le vieillissement. Et obtenir des données de vieillissement donc, au monde académique, c'est très coûteux, c'est très onéreux, ça prend beaucoup de temps. Et les industriels, ils ont ces données, en fait. Okay? Ici, ce que ça serait formidable, c'est arriver à coupler des données industrielles avec des workflows computationnels comme celui-là, pour chercher aussi à intégrer la dimension durabilité des premières étapes de prédiction ou de simulation des étapes de fabrication. Vous voyez? C'est-à-dire, si j'utilise telle pression de calendrage, telle formulation, telle chimie, etc., ben, je suis capable pas uniquement de calculer des propriétés des électrodes, style conductivité, tortuosité, etc., mais je suis aussi capable de prédire la durabilité possible en fait, de ma cellule dans sa totalité. Okay? Ça reste encore un challenge ouvert. Troisième challenge, c'est le recyclage. Il n'y a pas encore un consensus, disons, clair sur les méthodes, quelles méthodes de recyclage adopter donc, dans la communauté. Ça, je pense que vous êtes tous au courant là-dessus. C'est un domaine émergent, très important. La digitalisation peut avoir un rôle. L'IA, c'est peut-être un peu trop prématuré parce qu'il faut la donnée, il faut des consensus, il faut de la standardisation de la manière dans laquelle les données de recyclage sont reportées. Par contre, il y a beaucoup d'opportunités pour la modélisation physico-chimique. C'est-à-dire utiliser la modélisation à l'échelle mésoscopique, un peu comme je vous ai décrit pour simuler les procédés de fabrication des électrons notamment, mais cette fois-ci pour, par exemple, simuler la désintégration d'une électrode, okay? Le debinding par exemple, okay? La dissolution des métaux et ainsi de suite. Et ça, c'est en fait des choses qu'on a discutées récemment dans un papier perspective qu'on vient de publier dans Journal Power Sources. Quatrième challenge, c'est l'IA elle-même. Beaucoup des IA disponibles, en fait, ils peuvent optimiser très bien lorsqu'on utilise uniquement l'espace des paramètres qui a été utilisé pour les entraîner. Par contre, si on cherche à s'échapper de cet espace de paramètres, en général, ils sont très mauvaises. Okay? En fait, ça, c'est vraiment un challenge, moi je dirais même méthodologique dans la science computationnelle. Comment arriver à faire des IA qui soient capables de faire des analogies. Par exemple, je suis en train de voir un bon vent, et tout d'un coup, j'ai une idée d'une nouvelle méthode de fabrication, une électrode, voilà, une architecture d'électrode ultra performante. L'humain est capable de faire ça. L'humain est capable de faire des sauts quantiques des pensées. L'IA n'est pas capable encore, dans son état là, de faire ça. Et je pense que la clé pour arriver peut-être à se rapprocher à cet idéal, c'est chercher à intégrer la physique, la chimie dans l'IA, dans la formulation mathématique de l'IA. Okay? Et c'est sur ça sur lesquels on travaille, et je vous ai montré aujourd'hui quelques exemples, okay? Plus à venir. Et c'est vraiment un domaine très florissant dans le domaine de l'IA actuellement. Comment chercher à faire ça? Comment arriver à faire ça? Toujours sur l'IA, un autre challenge, c'est la vitesse de l'innovation au niveau de l'IA. Vraiment, c'est toutes les semaines, il y a une nouvelle méthode d'IA qui apparaissent. Et c'est de plus en plus difficile, en fait, de se retrouver. Okay? C'est de plus en plus difficile de former les jeunes à ces différentes méthodes. Les guider, quelle est la méthode IA la plus appropriée pour adresser les problèmes qui intéressent à la personne. Okay? Et il est même aujourd'hui possible d'utiliser l'IA pour faire des IA. Ça, c'est une méthode qui est assez ancienne maintenant, c'est le AutoML, dans lequel on peut en fait avoir une IA qui va faire un programme d'IA en fonction de la problématique que vous voulez adresser avec l'IA. L'IA devient de plus en plus autonome. Okay? Et on peut embêter ça à l'infini en fait. Et là, vous êtes tous au courant, ChatGPT et consorts, donc ces modèles de langage, notamment les chatbots, avec les US clairement dominant tout ça, la Chine qui se positionne, l'Europe pas mal derrière dans tout ça, malheureusement, mais il y a des efforts quand même qui se font quand même. Alors là-dessus, on pourrait se demander, OK, est-ce qu'on peut utiliser un chatbot pour justement prédire mes meilleures recettes de fabrication possibles pour une électrode, pour une cellule? En théorie, on pourrait, si ces chatbots ils sont entraînés avec toutes les bases de données des industriels, des laboratoires au monde. Mais bien évidemment, tout ça, ce n'est pas disponible. Et justement, ça, c'est lié en fait à un autre challenge, que c'est la standardisation de la donnée.
Il y a beaucoup de données dans la littérature qui sont reportées de manière non standardisée. Et ça, c'est en fait un travail qu'on a publié déjà il y a quelques années. On avait fait des text mining de 13 000 articles liés aux batteries. Et on trouvait déjà que, par exemple, voilà, vous voyez ici, hein, donc, par exemple, il y a certains paramètres, 90% des papiers ne vont pas rapporter l'épaisseur de l'électrode. Ou par exemple, la porosité, il y a 97% des papiers en 2020 qui ne rapportaient pas la porosité de l'électrode. Aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits dans la communauté. Les journaux ils forcent les auteurs à reporter certaines de ces propriétés. S'ils ne les reportent pas, il faut qu'ils justifient pourquoi. Mais c'est pour ça que je pense qu'utiliser les chatbots pour arriver à optimiser des procédés de fabrication, on est loin de ça. Okay? Parce que beaucoup de la masse de la littérature disponible n'est pas standardisée. Il manque beaucoup de paramètres qui ne sont pas reportés. Cependant, il faut savoir que, notamment par exemple aux États-Unis, les laboratoires nationaux, ils s'installent ces chatbots en interne et ils les entraînent avec des données internes, bien standardisées. Et là, oui, il y a beaucoup de potentiel pour chercher en fait à trouver des optimums ou chercher à finalement même coder en fait un modèle de manière rapide ou débugger en fait un simulateur de manière plus rapide que si on le ferait uniquement sur un bout de papier. Et enfin, donc, le dernier challenge, c'est mon dernier slide, c'est un peu la méthodologie scientifique. Moi, j'ai les batteries lithium-ion, et notamment grâce au professeur Tarascon, qui c'est quand même un très gros contributeur en fait, des domaines, il a été optimisé grâce à l'expérience, pas grâce à la simulation. Okay? L'intuition des chimistes, l'intuition des physiciens, les erreurs, les designs des expériences, de manière très rigoureuse, en changeant un paramètre à la fois, etc. Après, plus tard, donc, on a eu la simulation qui a émergé dans le domaine des batteries pour chercher à comprendre, pour chercher à optimiser les designs des cellules à l'échelle macroscopique et ainsi de suite, avec des flux de travail collaboratifs entre l'humain et la machine, séquentiels, dans lesquels on a des personnes qui font des calculs, des personnes qui font des expériences, et qui de temps en temps, ils se retrouvent dans une salle de réunion et ils discutent. Okay? Ils s'échangent des idées. Et puis, chacun dans le labo, dans l'ordinateur, continue, après ils se retrouvent et on avance comme ça. Aujourd'hui, on est en train de rentrer dans cette ère-là, les jumeaux numériques. Et les jumeaux numériques, ça veut dire automatiser tous les process. Il n'y a plus de dialogue entre les chercheurs. Il n'y a plus cette idée d'avoir un expérimentateur d'un côté et de l'autre côté, les simulateurs, qui se retrouvent de temps en temps dans une salle de réunion. Ce qu'on cherche à faire dans la communauté de plus en plus, c'est arriver à avoir ces choses-là, ces démarches scientifiques finalement complètement automatisées. Mais bien évidemment, la question c'est où c'est l'humain dans tout ça. Okay? Et c'est une question ouverte et c'est un challenge. Comment garder l'humain dans la boucle? Okay? Encore une fois, l'humain est capable de faire ces sauts quantiques des pensées que les machines aujourd'hui sont capables de faire. Il faut réfléchir, il faut faire plus de recherches pour interfacer au mieux l'humain avec ces nouvelles technologies, qui sont très utiles, qui ont beaucoup de potentiel accéléré, mais il faut que l'humain soit dans la boucle. Et notamment, par exemple, une idée, ça serait avoir en fait des outils en réalité mixte qui permettent de guider l'humain quand il manipule, parce que tout n'est pas automatisable. Quand on va prototyper, par exemple, une batterie, le professeur Tarascon le sait très bien, donc en fait, pour fabriquer une batterie manuellement, c'est chouette de fabriquer une batterie manuellement, c'est chouette aligner des électrodes avec un séparateur à la main. Ben, ça serait bien d'avoir un outil digital qui nous permet d'apprendre les meilleurs gestes manuels à adopter pour fabriquer une cellule batterie. Et ça serait beaucoup plus démocratisant qu'utiliser, en fait, d'acheter des grosses machines, des gros robots qui vont faire ça à la place. Okay? L'idée ici, c'est d'arriver à rendre accessible la fabrication des batteries au plus grand monde. Et c'est sur ça sur lequel je cherche à travailler depuis peu. Et j'espère que d'ici quelques années, j'aurai encore l'occasion et l'honneur de vous présenter peut-être certains résultats dans ce domaine. Merci beaucoup pour votre attention.